Dans un an. Une année plus tard, on regarde cette séquence. Bienvenue à 7 sur 7. Bonsoir Monsieur le Chancelier. Merci de nous honorer par votre présence ici à 7 sur 7. 7 sur 7 spécial où vous nous recevez à Bonn, à la Chancellerie. Nous sommes dans l'ancienne Chancellerie en fait. Vos bureaux sont installés dans la nouvelle Chancellerie. Et ici, nous sommes dans la salle du Conseil des ministres d'Adenauer. Donc, chargé de souvenirs. Alors avant de commencer la conversation avec vous, je voudrais qu'on regarde un petit portrait de vous, vu de France. Qui est Helmut Kohl? Claire Auberger, Joseph Pénisson. L'Allemagne, c'est lui, et lui, c'est l'Allemagne. Helmut Kohl incarne aujourd'hui son pays comme nul autre chef de gouvernement. Cette osmose, le chancelier la doit bien sûr à la longévité de son pouvoir. 4 fois élu, il vient de battre le record de Konrad Adenauer, son maître en politique. Mais avant tout, il la doit à l'histoire, qui l'a particulièrement bien servi et vice-versa. Helmut Kohl a réunifié son pays et construit avec son allié français l'Union européenne de demain. 2 événements qui, aime-t-il à le répéter, sont les 2 faces d'une même médaille, les 2 conditions nécessaires pour que se réalise son rêve d'une paix durable. Personne n'aura imaginé pareil destin lorsqu'il devient en 82 le plus jeune chancelier de la République fédérale allemande à la faveur d'un retournement d'alliance au Bundestag. Les médias sous-estiment ce fils de fonctionnaire, catholique et provincial, monté à Bonn de sa Rhénanie-Palatinat. Sa bonhomie joviale et ses maladresses agacent le Gotha politique qui ne voit en lui qu'un chancelier de transition. Erreur. Au fil du temps, les Allemands vont finir par se reconnaître en cet homme modeste et simple, bon vivant et plein de bon sens. Avec son mètre 90 et ses 130 kilos, il symbolise une force tranquille. Il a appris à sentir son pays, lui parler, le rassurer. Car Helmut Kohl a la politique dans la peau. Dès 17 ans, il entre à la CDU, le dernier grand parti chrétien-démocrate. À 30 ans, il est élu député. À 39, il préside sa région. À 53, le pays tout entier. Rien ne semble pouvoir résister à cet ambitieux, tenace et fin stratège. Homme de compromis plus que d'idéologie, Helmut Kohl a l'art de réconcilier les contraires. Mais cette recherche du juste milieu conduit selon l'opposition à un certain immobilisme sur le plan intérieur. Et sa popularité commence même à fléchir jusque dans ses propres rangs. Combien de temps dominera-t-il encore la vie politique? Le chancelier rêve sans doute d'un 5e mandat pour réformer en profondeur son pays, réaliser le passage à la monnaie unique et mettre en route une union politique européenne. Il a encore une bonne année devant lui pour regagner la confiance de ses électeurs. Dans votre bureau, où j'ai eu le plaisir d'être reçu tout à l'heure, il y a 2 portraits, il y a celui d'Adenauer et celui de François Mitterrand. Donc votre amitié était réelle. Je vais vous poser une question. Ne répondez pas par la langue de bois, comme on dit en France. Est-ce que vous n'avez pas eu un moment le sentiment d'une méfiance française vis-à-vis de la réunification allemande? Natürlich war das alles anderes nicht wahr. Mais bien naturellement, et cela est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, je ne fais de reproche à personne. Ce n'était pas seulement les Français. Quelle était la situation? Durant des décennies, le monde était divisé, le mur de Berlin, le rideau de fer en Allemagne, entre l'Est et l'Ouest. Tout le monde s'y était accoutumé et tous les alliés de l'OTAN étaient d'accord pour dire qu'ils étaient pour l'unité allemande, mais chacun pensait que l'unité allemande viendrait chez nos arrière-petits-enfants. Beaucoup d'Allemands le pensaient aussi. Et puis, c'est comme au printemps, vous savez, les lacs sont gelés, les rivières sont gelées, l'ouragan se lève et la glace se brise. Alors bien sûr, les Français ont été pris de court. Ils ne connaissaient pas cette situation. Du jour au lendemain, ils ont dû comprendre que le monde avait changé en Allemagne. Et cela a été difficile pour François Mitterrand. Il n'était pas seul dans ce cas, le gouvernement, les diplomates, tous les dossiers, toutes les mises en garde. Et il a fallu un petit moment, on l'a bien senti. Et puis tout le monde essayait de le convaincre. Vous savez, je crois que tout le monde savait que ses relations avec Madame Thatcher n'étaient pas des plus chaleureuses. Mais à l'époque, Madame Thatcher, elle le dit elle-même dans son livre, téléphonait partout. Elle lui a fait des reproches de s'être trop bien entendue avec les Allemands au lieu d'être contre eux. Moi, j'ai toujours compris cette position. D'ailleurs, je ne lui en ai jamais voulu. Souvent, on m'a demandé, est-ce que vous ne vous êtes pas fâché sur cette question? Non, pas du tout. Nous avons eu, bien sûr, des discussions sérieuses et il était clair qu'il y avait une divergence d'appréciation. Mais très rapidement, et bien avant d'autres responsables politiques français, il a compris qu'il était inutile d'essayer de s'opposer à un phénomène naturel.
il en a tiré le meilleur parti. Ensemble, à travers l'unité allemande, nous avons donné un nouvel essor à l'Union européenne. Moi, j'ai envie de vous demander comment vous les voyez, vous, les Français. Quelle perception vous en avez? Comment vous nous sentez? Fiables? Ich sage das mal sehr persönlich. Für mich, Je vais vous donner une réponse très personnelle. Pour moi, la relation franco-allemande est également une relation de paix. Plus jamais, je ne voudrais, j'étais d'accord avec François Mitterrand, je suis d'accord avec Jacques Chirac et avec beaucoup d'autres, je ne voudrais pas que cela se reproduise. Le frère de ma mère est tombé pendant la Première Guerre, à l'âge de 19 ans. À ce moment-là, mes parents ont donné à leur fils aîné, mon frère, le même prénom. wiederum mit 19 Jahren. Walter. Lui est tombé dans la Deuxième Guerre mondiale, à l'âge de 19 ans aussi. Et lorsque mon premier fils est venu au monde, ma femme a choisi le même prénom. Ich war mit meiner Mutter, J'étais donc avec ma mère, une femme très pieuse, à l'hôpital, et ma femme lui a donc dit quel était ce prénom. Alors ma mère était très émue et elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, est-ce qu'une troisième fois, on peut donner ce prénom? dreimal zu wählen. Und das ist die Antwort auf Voilà la réponse à cette question. Alors, cela n'a rien à voir avec le fait d'être chancelier ou président. C'est une question qui concerne les hommes et les femmes en France et en Allemagne. Nous ne voulons plus cette guerre. Dieu merci, nous sommes différents. Les Français ont leur opinion des Allemands. Certaines choses sont justes, d'autres ne le sont pas. Et les Allemands ont leur opinion des Français. Beaucoup d'idées reçues. Ja, aber das ist doch normal. Mais c'est bien naturel. Ce serait quand même épouvantable si nous étions tous les mêmes en Europe. Ce serait terriblement fastidieux. Alors, un des critères d'intégration à l'Europe, vous le savez, c'est l'état des droits de l'homme dans les différents pays. Alors, le préambule de la Constitution marocaine se réfère explicitement à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez créé vous-même un conseil consultatif des droits de l'homme où sont associés des ministres, des syndicats, des représentants de tous les partis, des personnalités de tous les bords. Et la communauté internationale reconnaît avec beaucoup de satisfaction des changements importants qui ont eu lieu au Maroc, notamment depuis 2 ans. Est-ce que, pour vous, aujourd'hui, l'instauration d'un État de droit au Maroc est un processus irréversible? Non seulement c'est un processus irréversible, mais à mon avis, plus on donne de liberté, plus il faut que ces libertés soient respectées. Or, de nos jours, avec la mauvaise éducation, avec la criminalité, avec la drogue, avec le relâchement de la famille, nous donnons naissance tous les jours à des destructeurs de la société plus qu'à des constructeurs. Or, cette société de droit doit vivre et survivre. Et c'est pour cela que plus le Maroc deviendra une société de droit, plus il devra être vigilant à se maintenir dans la société de droit. Alors, le dernier rapport d'Amnesty International du mois dernier chiffre encore à des centaines le nombre des disparus dont les familles sont aujourd'hui sans nouvelles. Ce rapport vous demande solennellement de les libérer. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Amnesty? D'abord, je vais dire à Amnesty International que c'est une vieille boîte complètement défraîchie, qui ne sert plus à rien. Elle a été créée par un Irlandais aigri, et puis par la suite, elle est prise en main par des mouvements gauchisants, jusqu'à ce que la Russie à Helsinki fasse le marchandage avec le président Carter sur les droits de l'homme. Et Amnesty International a servi de cheval de Troie dans cette affaire. Or, Amnesty International n'est sacré par personne, n'a reçu le baptême de personne, aucune bonne ou mauvaise fée n'était au-dessus de son berceau lorsqu'elle est née. Je ne vois pas ce qu'elle vient faire en mettant le nez dans nos affaires. C'est une ONG reconnue internationale par tous les pays, puisqu'elle a dénoncé les tortures et les exactions dans tous les pays, y compris dans les pays communistes. Pour moi, elle n'est plus respectable à partir du moment où elle ment. Je suis prêt à accepter qu'elle me fasse un procès si ce que je dis est faux. J'accepte le procès, mon pays accepte le procès. Mais qu'elle vienne prouver qu'il y a des centaines de détenus. Qu'elle vienne le prouver. Vous dites aujourd'hui qu'on vienne chez moi. Qu'elle vienne le prouver, qu'elle amène avec elle tous les avocats du monde. Mais si par contre il s'avère qu'elle a raconté des histoires depuis des années, alors là, il faut qu'elle-même
se disent qu'on pourrait lui demander des sanctions. Il y a un comité des droits de l'homme aux Nations Unies qui, en 90, s'est intéressé au Maroc, qui a demandé où étaient Tazmamart et Kalat Mgouna, qui étaient des centres Kalat Mgouna, c'est un centre de détention. De tourisme, madame. De tourisme. De tourisme. Oui, c'est la capitale des roses. Tazmamart, oui, existait effectivement. Il y avait à Kalat Mgouna, d'après ce rapport des Nations Unies, un centre de détention secret. Ah mon Dieu, Kalat Mgouna, c'est la capitale des roses. Ils connaissent mal la géographie du Maroc. Il peut y avoir des centres de détention dans des lieux qui sont prévus de tourisme. Non, c'est pas possible. Et alors, justement, quand ils ont demandé où était Tazmamart, les autorités marocaines ont répondu que ce centre de détention ne figurait pas sur les listes, justement, du ministère de l'Intérieur. Or, depuis, Tazmamart a été rasé. Alors, ils sont allés voir. C'est la limite pour, justement, à venir voir chez vous. Oui, parce que, vraiment, Tazmamart n'avait... Je ne dirais pas qu'il n'avait pas d'objet. Il avait une existence et un objet. Tazmamart n'ayant plus d'objet, les gens y étant relaxés, nous n'avons rien à faire de cette vieille bâtisse, nous l'avons rasée, tout simplement. Ce n'était pas pour mettre de la poussière sous le tapis, mais elle devenait inutile dans le cadre nouveau. Alors nous l'avons rasée. Un mot, puisque vous souhaitez justement, vous dites nous sommes mûrs pour la démocratie, aujourd'hui il faut que tout soit transparent. Un mot pour terminer justement sur ce passé dur. Sur les tortures qu'elles ont été dénoncées ici. Le monde entier a vu sortir les frères Bourrekat, cassés, précisément après 18 ans passés au bagne de Tazmamart. On a vu sortir Abraham Serfati de prison. Après 18 ans passés, d'ailleurs, le hasard veut qu'il publie un livre la semaine prochaine avec sa femme Christine sur son autobiographie. J'ai rencontré moi-même à Paris un fils d'un disparu le disparu s'appelle Belkacem Ouzane, qui a disparu il y a 20 ans, le jour même de sa libération par le tribunal militaire au siège de la prison de Kénitra. Est-ce que vous dites aujourd'hui, il y a 20 ans, cet homme... Il y a 20 ans, il n'y avait pas de procès au tribunal militaire, il y a 20 ans. Nous sommes en 97. Nous sommes en 93. C'était 73. En 73, cet homme a disparu, plus personne n'a sa trace. Les disparus au Maroc, ça a existé selon des rapports précisément que vous contestiez à l'instant. Mais est-ce que vous dites en tout cas pour l'avenir, plus jamais ça pour mon pays? Je dis plus jamais ça, mais je dis surtout plus jamais une partie infime de ça, car le reste, je le conteste, sur le plan du nombre. Je ne conteste pas le fait que, mais de là qu'on fasse du détail, qu'on ne passe pas au semi-grossiste, mais on passe au grossiste, je ne suis pas un grossiste des détenteurs. C'est-à-dire, vous dites, il y a eu des exactions, mais pas autant qu'on le dit. Oui, mais pas autant qu'on dit. Et vous-même, pour le cas de ce garçon dont vous me parliez, madame, pour vous faire plaisir et pour vous convaincre, nous sommes prêts à ouvrir avec vous un dossier quand vous aurez le temps. Vous n'avez qu'à nous donner tous les éléments. Je serai très heureux que vous vous trompiez, car ça vous ferait plaisir. J'aimerais beaucoup. Mais je serai malheureux que vous ayez raison, et je vous le dirai si vous avez raison. Alors, dans votre livre, où Éric Laurent vous interroge précisément là-dessus, et sur des conditions de détention très dures, notamment à Tazmamart, et vous répondez « Je n'ai pas à surveiller l'intendance des lieux de détention ». Effectivement. Quand vous avez eu connaissance de l'intendance, est-ce que vous avez pris les sanctions contre ceux qui ont torturé dans ce pays? Immédiatement. Il n'y avait pas de torture, madame. Ça, je puis vous assurer qu'il n'y en avait pas. Mais immédiatement, j'ai donné les instructions et je n'étais pas au courant. Aujourd'hui, on sait que le Maroc est un pays bien gouverné. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe? Non, je ne prétendrai jamais être au courant de tout ce qui se passe et aucun chef d'État, s'il le disait, ne serait crédible. Personne ne peut prétendre être au courant de tout ce qui se passe, même dans les républiques démocratiques les plus organisées et dans les dictatures les plus musclées. Hassan II, le roi du Maroc, pour qui les disparus sont un détail, c'est en quelque sorte ce qu'il a dit. C'est impressionnant de voir comment il cherche à vous intimider ou à vous déstabiliser et comment vous résistez. C'était comment l'ambiance hors antenne, Anne Sinclair? D'abord, il a été très habile parce que je lui avais prévenu, je lui avais dit, je vous interrogerai comme j'interrogerais un homme politique français, ce qui n'avait pas été l'habitude toujours avec le roi du Maroc. Et donc,
tout le monde savait que j'allais évidemment parler des droits de l'homme, du bagne de Tazmamart, de la prison de Kalatumguna, que tout le monde connaît. Je suis allée devant, j'ai vu cette prison et tout le monde sait qu'il existe bien et même si la ville est la capitale des roses. Exactement, et où il y a eu des quantités de disparus. Non, ce qui était très impressionnant, c'est que lui était prêt à jouer le jeu. D'ailleurs, on le voit. Il est sur ses gardes, il est pas très content, mais il se maintient de manière intelligente, avec d'ailleurs des mots un peu relâchés, je trouve, quand il dit Amnesty, c'est une vieille boîte défraîchie, Tazmamart, c'est une vieille bâtisse, je ne suis pas un grossiste des détentions, c'est étrange dans sa bouche. Mais ce qui était le plus étonnant, c'était ce qui s'est passé avant. Et j'étais avec Marie-France Lavarini, qui était ma collaboratrice, et on était 2 femmes reçues à un dîner d'hommes où il y avait tout le gouvernement, le Premier ministre en charge et tous les ministres. Et c'était un dîner d'intimidation. Et ça, c'était tout à fait étrange à vivre. Et Driss Basri... Le ministre de l'Intérieur, tout puissant... Tout puissant, qui était à la fois ministre de l'Intérieur et de l'Information. D'ailleurs, dans l'émission, je dis, est-ce que vous trouvez ça normal que le ministre de l'Intérieur soit aussi ministre de l'Information? C'est un peu comme si Charles Pasqua, chez nous, était ministre de l'Information. Et il dit, oui, en effet, je ne trouve pas ça tout à fait normal. Et j'ai vu Driss Basri se dresser. Je dis, il va nous sauter dessus. Bon, et donc, ce dîner où Driss Basri me dit, alors, vous avez l'intention sûrement d'interroger Sa Majesté sur Tazmamart, monsieur le ministre. Oui, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Et donc, ça a été une sorte de rapport de force où j'avais rien à céder ou à gagner, mais qui était faite pour me mettre en condition. Simplement... journaliste française, c'est pas d'un courage particulier à interroger le roi du Maroc, même si à ce moment-là, le Maroc n'était pas tout à fait le Maroc d'aujourd'hui quand même. À un autre moment de l'émission, on ne l'a pas vu, là, vous prononcez le nom d'Oufkir devant Hassan II. Alors Oufkir, c'est le général qui a tenté un coup d'État et qui a payé de sa vie, évidemment. Prononcer le nom d'Oufkir au Maroc, c'est comme un gros mot. Il paraît que les conseillers d'Hassan II ont bondi à ce moment-là. Et de la famille Oufkir, parce que c'est la femme d'Oufkir et les enfants d'Oufkir, qui d'ailleurs ont publié des livres à la sortie, justement, qui étaient au bagne de Tazmamart dans des conditions effrayantes. Et qui ont été retenus au Maroc longtemps. Et qui ont été retenus au Maroc et qui ont payé pour le père. Et à ce moment-là, Oufkir, on ne prononçait pas Oufkir devant Hassan II. Et là aussi, j'ai vu, il y avait tout le gouvernement qui était derrière, au fond, je les voyais, et ils sont tous levés d'un bond, en disant, mais qu'est-ce qu'elle ose faire? Et finalement, vous savez, c'est comme les missions de Mitterrand. Finalement, quand on est un peu tenace et que l'interlocuteur est bon, ça l'a beaucoup servi à Hassan II. Il a joué le jeu d'une émission démocratique qui lui pesait, mais il a joué le jeu. On avait parlé d'ailleurs du Maroc sous toutes ses formes, avec son développement économique. On n'était pas resté uniquement sur les droits de l'homme, mais c'était le passage évidemment naturellement obligé. Un mot encore sur la préparation de l'émission. Vous avez cité tout à l'heure votre collaboratrice Marie-France Lavarini. Vous êtes enfermé, vous avez essayé de déjouer l'espionnage probable qui était celui des services marocains ? On était enfermés, on s'était enfermés dans l'hôtel qui était pas loin du Palais Royal. On se méfiait un petit peu des micros qui pouvaient être là. Et oui, il y avait un climat un peu étrange. Il y avait cette figure que j'aime beaucoup et que j'apprécie d'André Azoulay, qui était le conseiller, qui a été le conseiller d'Hassan II, qui est conseiller de Mohamed VI aujourd'hui, et qui essayait d'arrondir les angles et qui lui-même était un peu sur les charbons ardents et un peu gêné de ce climat parce que c'est un franco-marocain habitué à toutes les arcanes de la démocratie. Donc c'était une ambiance, oui, c'était une ambiance assez particulière. Je veux dire que j'ai rarement vécu une intensité, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on risque quand on est journaliste français D'ailleurs, je me suis dit, à la sortie, Driss Basri, j'ai pas intérêt à le rencontrer trop souvent. Non, on risque pas grand-chose et on gagne du respect. Des artistes à présent, quelques belles rencontres, d'autres plus décevantes, comme celle de Madonna.
Parlez-nous de Madonna. Oh, Madonna. Superstar de l'époque. Superstar, j'avais une envie folle de la recevoir. Elle est arrivée de façon surprenante, elle est toute petite, entourée d'énormes balabars, dans une énorme Cadillac noire. Au dernier moment. Au dernier moment, entrée par une porte directement dans le studio, la voiture entrait dans le studio. Et alors, elle s'était déguisée de manière tout à fait étrange. Elle s'était fait une tête à la Heidi. Vous savez, le conte pour enfants de la fin du 19e. Donc, elle avait des tresses. Elle avait un tailleur short quand même, mais un tailleur en tweed. Et elle avait un ruban rouge autour du cou. Et elle avait une dent en or. Et vous lui faites remarquer, on va le voir. Je lui fais remarquer, mais elle n'était pas très gentille, pas très chaleureuse, voilà. Et il y a un contraste entre l'envie que j'avais de la recevoir et d'être chaleureuse et bienveillante avec elle, et sa froideur, oui, lointaine. On va mesurer, parce qu'on la voit effectivement froide et distante face à vous dans une minute. Paul McCartney, décevant aussi. Paul McCartney, je pense que son entourage ne lui avait pas dit dans quel genre d'émission il allait. Donc il croyait que c'était une interview. Moi, il fallait que c'était en direct. On était allé à La Haye, dans la salle qui était au-dessus du stade où il allait donner son concert. Il donnait son concert à 8h30. Donc de 7 à 8, on avait le temps de faire l'émission. Et il ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc il fallait que je le retienne parce que c'est une émission en direct. Il devait se terminer à 8h. S'il était parti à 7h30, on était tous très mal. Et derrière lui, pendant que la caméra était sur moi, ou pendant qu'il y avait un sujet qui passait, il y avait un de ses conseillers qui me faisait comme ça, ce qui était tout à fait plaisant, et qui voulait dire, si vous ne le lâchez pas tout de suite, je vous tords le cou. Et donc c'était... Lui non plus, il n'était pas généreux, voilà. On va le voir quelques minutes. Heureusement, il y a dans cette séquence aussi à venir Sharon Stone, lumineuse, sublime. Belle, intelligente, sympathique, merveilleuse. Vous savez, comme les Américains, quelquefois, qui vous donnent l'impression que vous êtes très, très important, alors qu'ils se fichent complètement de vous, mais il y a une courtoisie, et donc pendant des extraits, elle me demandait si j'avais des enfants, comment était ma vie. Moi, je trouvais ça charmant. J'étais prise au piège de son charme, et elle est adorable et intelligente, vraiment 30 ans intelligente. après, on va la revoir, elle crève encore l'écran. On va voir aussi Woody Allen déplorer déjà les excès de la chasse au harcèlement sexuel. Et d'abord, Johnny Hallyday, frustré de ne pas pouvoir acheter incognito des sauces dans les supermarchés. Vous ne prenez plus le métro depuis 1960, vous ne pouvez plus aller acheter vos cigarettes tout seul, vous ne savez plus ce que c'est que flâner à une terrasse de café. Bien sûr, il y a des drames plus grands dans le monde, mais est-ce que vous diriez que le succès, à ce point, c'est une prison ou à tout le moins une forte atteinte à votre liberté ? Vous savez, c'est une vie que j'ai choisie, c'est une vie que j'aime, autrement je ne la ferais pas par rapport à mon métier. J'ai la chance de pouvoir faire un métier que j'aime, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que ça enlève certaines libertés. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, mais qui sont pas graves, je veux dire, par rapport à certaines gravités d'autres gens, par rapport à leur milieu, par rapport à leur train de vie. Non, mais ça, c'est les inconvénients de la popularité. Que je ne puisse pas aller me balader tranquillement au bord de la Seine, flâner au bord de la Seine pour regarder les petites boutiques qui y a au bord de la Seine, des vieux livres, etc. C'est pas très grave. Moi, je sais que très souvent, je m'en vais assez loin de la France, dans des pays où on me connaît pas. Moi, ce que j'adore faire, j'adore aller dans les supermarchés. Qu'est-ce que vous faites dans les supermarchés ? Je vais choisir des sauces. Je suis un malade des sauces piquantes, des sauces un petit peu comme on trouve dans tous les pays. Bon, ça, c'est une chose que je ne peux pas faire en France. Je ne peux pas aller dans un supermarché en France puis me choisir des sauces librement avec un caddie. Ça ne me sert à rien parce que c'est un petit peu l'envie de faire des choses que je ne peux pas faire chez moi. Au Mexique, par exemple, il y avait un air lancinant de Julio Iglesias qui passait. Ça me berçait un petit peu, je choisissais mes sauces. Et puis finalement, ça ne servait à rien parce que j'étais à l'hôtel, j'étais en vacances. Et c'est des sauces qui restaient à l'hôtel. Johnny et ses sauces dans les supermarchés au Mexique. Ce soir, vous allez passer un bon moment avec notre nouveau prix Nobel de physique, Georges Charpak, bonsoir. Depuis 15 jours, je n'ai vu que des éloges de vous. Sympathique, chaleureux, généreux, enthousiaste.
enthousiaste, imaginatif, efficace. Au point d'ailleurs que la seule critique qu'on ait trouvé à vous faire, je l'ai lue dans Le Monde, c'est celle de vos plus proches collaborateurs qui vous estiment incapable de réparer une prise électrique, bien qu'inégalable dès qu'il s'agit de dire pourquoi elle ne marche pas. Quand j'ai appris que j'avais le prix Nobel, j'ai eu effectivement 10 minutes où j'étais terrassé par l'émotion et où j'ai vu défiler ma vie, ma mère, tous ceux qui m'ont aidé, tous ceux que j'ai aimés, tous ceux qui m'ont aimé et qui m'ont permis de traverser facilement, au fond, cet espace difficile où il faut concilier un don total à son travail, avec en même temps un équilibre sans lequel les choses ne sont pas intéressantes à vivre. Vous avez fait ça en 10 minutes, c'est comme dans un accident de voiture, on revoit, toute sa vie. J'ai revu tout ça, les visages, et j'étais heureux pour eux. J'avais l'impression que j'étais pas tout seul. Bonsoir, à 7 sur 7, vous avez l'habitude de voir des politiques, des hommes de science, de littérature ou d'entreprise, mais aussi des artistes, chanteurs, cinéastes ou comédiens. C'est le cas ce soir, puisque j'ai invité une femme qui vend des dizaines de millions de disques, qui déplace des foules immenses sur son passage et qui est populaire dans le monde entier. Cette femme est au sens propre du terme extraordinaire, hors de l'ordinaire. Et tous ceux qui regardent ce soir ont envie de la mieux connaître. Qu'est-ce qui l'enthousiasme? Qu'est-ce qui l'indigne? Ou qu'est-ce qui l'émeut? Que recherche-t-elle dans la provocation? Est-elle une star hors du temps ou une femme intéressée par les autres et par le monde qui l'entoure? En un mot, je dirais... Who's that girl? Madonna, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de TF1, d'avoir accepté de jouer la règle du jeu de 7 sur 7 et d'être là en direct dans nos studios. Comme chaque semaine, l'actualité est riche et je vous demanderai vos réactions sur l'Amérique de Bush et de Clinton, sur Gorbatchev, privé de passeport, sur les tueries en Yougoslavie ou sur quelques sujets de société qui vous tiennent à cœur, comme le sida ou comme le racisme. Mais vous, d'abord, bien sûr. Votre venue en France, comme dans tous les pays où vous arrivez, fait plus de bruit que celle d'un chef d'État. Est-ce que vous finissez par trouver ça normal ou est-ce que vous vous pincez toujours pour y croire? C'est un rêve? Non, ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas la même chose chaque fois que j'arrive quelque part. Je sais que je suis ici pour parler de mon livre, de mon disque. Je sais que je suis ici en Europe pour cela depuis un certain temps, donc je m'y attends. Je m'attends à de la folie. Il paraît que les gens vous ont empêché de sortir ce week-end. Vous étiez obligé de rester dans votre hôtel. Vous n'avez pas pu faire de shopping. Ça vous plaît aussi un peu, non? Est-ce que j'aime ça, d'être coincée dans ma chambre d'hôtel? Pas du tout. Non, j'aurais bien voulu sortir. J'adore Paris, c'est la ville que je préfère au monde. Et c'est vrai. Et franchement, j'aimerais énormément pouvoir sortir, marcher. Je suis coincée dans ma voiture. Même pour faire 2 rues, je dois rester dans la voiture. Un jour, peut-être. C'est la vie de star, ça. Alors, on vous découvre ce soir avec une nouvelle coiffure qui n'est pas complètement celle, d'ailleurs, du clip et du disque qui va sortir. Et puis, alors, avec un look, comme on dit, une allure nouvelle, et notamment une dent en or sur le devant. Ça veut dire, c'est pourquoi ça, qu'est-ce que vous recherchez là? Vous savez, j'aime beaucoup changer. Je change de look souvent. Je me lève le matin, je suis dans un certain état d'esprit et je m'habille en conséquence, je me coiffe en conséquence. J'étais en Allemagne il n'y a pas longtemps et je me suis sentie très bavaroise. Alors je me suis fait des tresses. Et puis cette dent en or, c'est simplement un bijou pour la bouche. Je reçois souvent des hommes politiques, des artistes, des intellectuels, quelquefois des sportifs, mais rarement des génies. Eh bien ce soir j'en ai invité un, Woody Allen, l'un des plus grands cinéastes de notre époque, de notre temps. Il est auteur, réalisateur, acteur de ses propres films, il est drôle, il est triste, il est juste sur l'homme et sa misérable condition. Il a produit des films étourdissants qui enchantent ses fans, qui sont inconditionnels, new-yorkais et plus encore européens et français. Annie Hall, Manhattan, La Rousse pourpre du Caire, Anna et ses sœurs, Crimes et délits, Alice sont des chefs-d'œuvre et ont été des succès incroyables dans le monde entier. Ombres et brouillards, qui sort en France mercredi prochain, 12 février, est un vrai bijou.
Woody Allen, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce que vous ne faites jamais, même aux États-Unis, c'est-à-dire de participer à un magazine d'actualité et de commentaires. On a un peu tendance toujours à vous confondre avec les personnages que vous incarnez. Alors on se dit, Woody Allen est dans la vie, est-ce qu'il est timide, est-ce qu'il est pessimiste, est-ce qu'il a peur, et de quoi? Je pense que je ne suis pas exactement le personnage de mes films. Je suis juste une variante un tout petit peu plus ennuyeuse. J'essaye désespérément d'exagérer toutes ces qualités, parce que c'est ennuyeux si ça n'est pas théâtralisé et exagéré. Mais dans la vie, oui, je suis timide, tranquille, au fond très proche de ce que je suis dans mes films. Mais c'est moins drôle et moins théâtral, c'est plus fade. Le dernier sujet à la mode ici, c'est le harcèlement sexuel. Alors on a vu toute l'histoire du juge Thomas, d'Edward Kennedy, accusé de harcèlement sexuel. Est-ce qu'on peut encore faire la cour aux femmes dans l'Amérique de 1992 sans que le terrorisme moral ait complètement gagné? Bien, l'Amérique, je crois, a toujours été un pays profondément immature pour tout ce qui touche à la sexualité. Toujours. Et c'est la même chose dans toutes ces affaires. Bien sûr qu'on peut faire la cour aux femmes. Mais je crois que la grande mode aux États-Unis aujourd'hui, c'est d'accuser les gens célèbres d'escapades sexuelles. C'est le cas de Bill Clinton, le candidat démocrate. Oui, Bill Clinton, Mike Tyson, Clarence Thomas, Kennedy. Parce qu'au plus profond, ils savent que le sexe est synonyme de très grande immaturité adolescente pour les Américains. Un homme peut parfaitement avoir une aventure avec une femme tout en étant un professionnel très compétent ou un homme politique très compétent, mais les gens vont le lui reprocher parce qu'il y a une espèce de morale hypocrite qui pénètre toute discussion sexuelle aux États-Unis. Quand on parle de drogue, évidemment, on dit quand même les Beatles ont écrit Lucy in the Sky with Diamonds, LSD. Mais bon, c'était un clin d'œil aussi. Le problème des gens des médias, c'est qu'ils croient à leur propre histoire. Quand je fais des interviews, en fait, vous regardez... Non, c'était pas vrai. C'était pas vrai, non, non. Et c'est l'un des grands mythes. Je suis ravi que vous le rectifiez ce soir. Je peux vous dire ce qui s'est passé. Je suis allé chez John un jour pour écrire des chansons, et son fils Julian était très jeune et était rentré avec un très joli dessin. Vous savez que les enfants dessinent souvent des objets qui volent, un petit peu comme Chagall. Et il s'agissait d'une petite fille, donc une de ses petites camarades. Et il y avait des petites étoiles. Vous savez que les enfants aiment toujours dessiner des étoiles. Et John a dit, qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est Lucy in the sky with diamonds. Lucy dans le ciel avec des diamants. Et John a dit, c'est un titre extraordinaire. Et on est parti dans un trip psychédélique. Et c'était extraordinaire. C'est après que les médias ont dit LSD. Mais ça n'a rien. C'est LSWD. Et à ce moment-là, l'histoire ne veut plus rien dire. Voilà la vraie histoire de Lucy in the Sky with Diamonds. Vous êtes plutôt francophile. Qu'est-ce que vous aimez chez nous? Est-ce que c'est nos traditions, nos paysages, notre cuisine, la mode, le bon vin? Je sais pas, moi, les French lovers? Tout l'esprit français. Je crois que l'Amérique a encore les yeux tournés vers la France pour y trouver une esthétique supérieure, pour y trouver des aspects culturels plus raffinés, un sens de l'histoire. La France a une culture très ancienne, qu'il s'agisse de sa culture artistique, de sa culture politique. L'Amérique, c'est un pays nouveau, ce qui veut dire que sa culture réside dans l'avenir. Et je crois que si nous perdons cette perspective historique, alors nous n'aurons pas la juste perspective de notre avenir. Nous avons les yeux tournés vers la France, nous dépendons de la France pour ce qui est du style, pour ce qui est du côté intellectuel de la vie, pour ce qui est de l'histoire politique. Vous faites
dans votre livre une part importante au militantisme politique. Vous dites, il faut qu'on s'engage, il faut que les gens soient présents dans la vie civique. Alors, je voudrais vous poser 2 questions. La première, c'est est-ce que vous étiez vous-même une jeune fille, une jeune femme engagée avant de connaître Bill Clinton? Et la deuxième, c'est est-ce que, au fond, vous vous êtes toujours dit, c'est lui qui aura le rôle politique, ce sera à lui d'être candidat, et est-ce que ça n'aurait pas pu être vous? J'ai toujours été engagée depuis ma plus tendre jeunesse. Je me suis toujours intéressée à la politique, je me suis toujours intéressée aux affaires civiques. Par conséquent, j'ai été très active non seulement au nom de causes auxquelles je croyais, mais j'ai travaillé très activement sur la scène politique avant même de rencontrer mon mari. Lorsque j'ai rencontré Bill à l'université de droit à Yale, j'avais déjà participé à la campagne de 68 au nom des démocrates. Je participais déjà à la campagne présidentielle de 72 pour les démocrates. Je ne me suis jamais posé la question d'être candidate moi-même. J'ai participé au niveau estudiantin. Et pourquoi pas? Eh bien parce que je m'intéresse davantage au niveau stratégique, savoir atteindre un certain objectif plutôt que d'essayer d'être élu. Et mon époux s'est toujours essentiellement intéressé à l'idée de l'utilisation d'un poste élu, un poste officiel, pour arriver à un objectif. Il adore ces postes publics et nous nous sommes toujours soutenus mutuellement dans nos différentes activités politiques. Hillary Clinton, en 1997, qui jure que non, elle n'a pas vocation à s'engager en politique. C'est une ancienne. Tous ceux qui ne voulaient pas être candidats l'ont été finalement. Tous ceux qui disent jamais, finalement, y viennent. Avant de passer à la dernière séquence de cette émission spéciale, la dernière de 7 sur 7, en juillet 97, je vous propose le regard d'Agnès Chauveau de l'INA qui nous a rejoint. Bonjour Agnès. Bonjour Patrick. L'arrêt de 7 sur 7 correspond à un tournant du traitement politique à la télévision. Les grandes émissions politiques, du moins les émissions traditionnelles, à ce moment-là, sont en perte de vitesse. Oui, et ce tournant, il est symbolisé en fait par un sondage tout à fait significatif qui date de 1987, où 66% des Français déclarent de plus s'intéresser aux émissions politiques. Et là, on voit bien que tous les efforts des journalistes durant toute la décennie pour inventer des mises en scène un peu spectaculaires, pour casser la langue de bois des hommes politiques, eh bien finalement, toutes ces tentatives, plus ou moins, échouent. Et même la politique spectacle, telle que la 5, la mise en scène, on peut citer Guillaume Durand, par exemple, et Les absents ont toujours tort, eh bien même cette politique spectacle ne fait plus recette. Il y a une exception, qui n'en est pas vraiment une, c'est Vivement Dimanche à partir de 1999 et Michel Drucker invite une fois par mois sur son divan des invités politiques. Martine Aubry, en octobre 1999, fait un buzz, mais finalement, est-ce que c'est vraiment de la politique? On y parle très peu politique. Oui. Non, on ne parle pas de l'activité des élus ou de l'action politique en tant que telle, mais c'est le divertissement qui s'ouvre aux politiques et la politique qui met un pied dans les émissions de divertissement. Et donc, après le départ d'Anne Sinclair de 7 sur 7, TF1 ne parvient pas à maintenir ce créneau de l'interview du dimanche soir. C'est le signe aussi qu'il y avait peut-être une alchimie particulière à 7 sur 7 et grâce à Anne Sinclair. Alors, oui, effectivement, l'ingrédient principal de cette alchimie particulière, c'est Anne Sinclair. Anne, c'est difficile d'évoquer votre parcours devant vous, j'ai aussi un peu le tract comme vous, mais c'est vrai qu'il faut simplement rappeler un élément de contexte. Peut-être ce que les Français plébiscitent à 7 sur 7, c'est une femme qui tient tête à tous les grands de ce monde. Et cela, c'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau, pourquoi? Parce que Anne Sinclair fait partie des pionnières qui, je crois, vont imposer, dans l'histoire du journalisme, vont imposer un journalisme au féminin. Elle se compte sur les doigts de la main à l'époque. Christine Ockrent, Michel Cotta, Arlette Chabot, Catherine Ney, François Giroud. Et en fait, ces places, cette crédibilité journalistique, elles l'ont conquis de haute lutte. Anne Sinclair, dans un de vos ouvrages, vous vous rappelez une anecdote, celle de Jean Gorini qui vous embauche à Europe 1, qui vous dit 1, tu ne foutras pas le bazar dans ma rédaction, et 2, de toute façon, tu es une femme, en plus tu es diplômée, donc tu ne feras pas carrière. C'est quand même, vous parliez de permanence tout à l'heure,
à l'heure de MeToo, on voit bien quand même une certaine forme de permanence dans la misogynie de ce milieu et dans la difficulté de faire carrière. Les femmes étaient cantonnées dans le journalisme de l'éducation, de la santé, de la maison, des enfants. Et finalement, les pionnières dont vous parlez, Christine Ockrent et quelques autres et moi, on a eu comme un privilège de minorité. On a été celles qui ont pu parler de politique internationale, de politique et d'économie. Et c'était dur d'y arriver, mais une fois qu'on y était arrivé, comme on n'était pas très nombreuses, au départ, ça a un peu déstabilisé l'agent politique qui finalement était un peu gêné de nous rembarrer. Bon, et puis après, évidemment, les femmes sont arrivées dans tous les domaines du journalisme, y compris d'ailleurs, et c'est au moment de la guerre du Golfe, à mon avis, que là ça a tourné, y compris dans le reportage et dans le reportage de guerre, où souvent elles ont été plus vaillantes, plus courageuses et plus présentes que les hommes. Avec Martine Laroche-Joubert et Marine Jacquemin, pour ne citer que ces deux exemples. Absolument, qui ont été, alors là, sur le théâtre des opérations, ça n'existait pas. Donc on a eu à la fois à lutter, mais on a eu de la chance aussi. Avec quelque chose quand même de très frappant, Anne Sinclair, et je ne sais pas quel regard vous portez aujourd'hui là-dessus. J'ai consulté toute la revue de presse de 7 sur 7 pour préparer cette émission. Et alors évidemment, cette revue de presse, elle est énorme, elle est conséquente, elle est extrêmement élogieuse. Et les confrères, on le sait, ne sont pas toujours gentils, mais elle est extrêmement élogieuse. Mais il n'y a pas un article qui ne rappelle pas la couleur de vos tenues, qui ne rappelle pas vos yeux bleus, qui ne rappelle pas vos sourires. Est-ce qu'on parle des costumes de François-Henri de Virieu? Est-ce qu'on parle des yeux bleus d'Alain Duhamel, qui sont magnifiques, les yeux bleus? Est-ce qu'on parle des yeux bleus d'Alain Duhamel? Oui. C'est quand même très frappant. Il y a un article dans un journal du soir, que je ne citerai pas, de 1994, qui dit à votre sujet, Anne Sinclair, qui est très crédible, mais qui garde toute sa féminité. Ah ben voilà, c'est quand même... Non mais... Encore une fois, il y a le mais. Il y a le mais qui est de trop. Et c'est quand même incroyable. Je le disais, vous tenez tête à tout le monde, mais vous affirmez vos convictions politiques tout en gardant cette neutralité journalistique, avec une humilité qui vous est propre. Encore une fois, ce soir, vous avez à plusieurs reprises rappelé votre trac, vos faiblesses, vos erreurs. Et je crois qu'au fond, cette sincérité veut que les Français vous élisent en 1986, et je crois qu'il faut le rappeler, personnalité préférée, vous êtes la personnalité préférée des Français en 1986, et vos confrères, les maires, vous choisissent pour incarner Marianne en 1989. Mais ça, c'était probablement une de mes plus belles décorations. Ça m'a parfaitement émue. Représenter Marianne, représenter la République, la France, c'était très joli. Il y a eu 4-7 d'or pour et 4-7 d'or. Meilleure journaliste politique, meilleure animatrice de débat 2 fois, et finalement aussi un 7 d'or pour 7 sur 7. Et tout ça c'est la cerise sur le gâteau, et je vous fais votre transition, Patrick, sans être accro à la notoriété. Oui, c'est sûr. J'ai retrouvé la phrase exacte, elle est pire encore. La citation du Monde en 1994, Anne Sinclair, dont la crédibilité est totale, bien qu'elle demeure féminine. C'est formidable. Oui, c'était à l'époque où on disait finalement, il faut être un homme pour être crédible. Ouais. Et ça a demeuré, aujourd'hui, ça paraît complètement incroyable et dépassé. Et puis un commentaire aussi sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la façon dont la frontière s'est estompée entre le divertissement et la politique. Vous avez été le témoin de ça. Oui, on m'a d'ailleurs reproché d'avoir participé à ce mouvement parce que j'avais invité justement des artistes, mais j'ai invité des artistes pour les tirer sur le plan politique. Donc je crois que ce qui a changé profondément après, ce sont des émissions, je ne nommerai personne, mais où tout vaut tout. C'est-à-dire le résistant et le collabo, l'honnête homme et le truand. Et finalement, il suffit d'être connu, d'être célèbre pour passer à la télévision. La notoriété est la seule justification de l'invitation. Et donc, il n'y a plus de jugement de valeur, il n'y a plus de choix. Or, le journalisme, c'est parfaitement le choix. On décide qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on privilégie, tout en étant le plus pédagogique possible et le plus ouvert possible. Vous disiez très gentiment, Agnès, qu'on connaissait mes choix politiques, mais que tout le monde venait. L'objectivité, ça n'existe pas.
on est subjectif, mais on peut être honnête. Et tout le débat, c'est celui-là, c'est accueillir tout le monde en essayant de poser la question que les gens se posent. Alors on réussit ou on réussit pas, il y a des émissions où j'étais franchement mauvaise et des émissions où j'étais meilleure, mais c'est cet effort-là qui a été reconnu peut-être pas un peu de tous les côtés. Alors la dernière de 7 sur 7, on rappelle que c'est votre décision. Dominique Strauss-Kahn, avec qui vous partagez votre vie, vient d'entrer au gouvernement. Il ne vous semble pas raisonnable de continuer vos interviews politiques. Ce soir-là, vous n'avez pas d'invité. C'est le directeur de l'information de TF1, Robert Namias, qui vous accompagne pour vos adieux. Anne, bonsoir. Bonsoir Robert. Vous avez le trac? Oh, un peu, je suis dans une position pas très habituelle. Comment s'est passé ce week-end? C'était un peu bizarre, au fond, il n'y avait pas de 7h7 à préparer, enfin en tous les cas très différemment. Si, croyez-moi, jusqu'à la dernière minute, on a tous travaillé pour fabriquer et recoller toutes ces images de 13 ans. D'ailleurs, je me suis arrangée pour qu'il y en ait beaucoup et que vous ne puissiez pas me poser beaucoup de questions. Bon, moi, Anne, je me retire sur la pointe des pieds et je vous laisse conclure, toute seule, puisque c'est votre émission, vous l'avez fait pendant 13 ans à cette heure-ci, donc vous le ferez toute seule ce soir. Bonsoir. Merci beaucoup Robert, en tout cas. Bah oui, c'est fini. Je suis un peu émue de rendre l'antenne parce que ce furent 13 années de passion et 13 années de liberté, vous venez de le voir. J'ai remercié TV5 la semaine dernière. Je voudrais aussi remercier Canal France International qui a diffusé 7 sur 7 en Afrique et en Asie. Et puis je voudrais saluer ce soir toutes les équipes qui ont travaillé 7 sur 7 pendant 13 ans. D'abord un salut reconnaissant à Jean Lanzy qui m'a demandé de le rejoindre pour co-présenter cette émission avec lui dans les premières années. Je voudrais donner un coup de chapeau à tous mes réalisateurs, Jean-Claude Delannoy, Jean-Pierre Jagniot et Jérôme Revon avec son inséparable script Isabelle Dupuis. Jérôme Revon qui est aux manettes depuis 4 ans et qui a notamment ouvert cette fenêtre sur Paris, sur la Seine, sur le périphérique, que vous voyez depuis des années. Coup de chapeau aussi à Marie-France Lavarini, mon bras droit depuis 7 ans, à qui je dois beaucoup. Et une mention spéciale à Roger Fellouz qui aura réalisé pour 7 sur 7 une des plus belles lumières de la télévision. Enfin, un grand merci à l'équipe de production qui chaque semaine est autour de moi. Il y a ceux dont vous connaissez les noms par cœur, Viviane Jungfer, Claire Auberger, Joseph Pénisson, Alain Badia. Et puis merci aussi à Manuela Ponté, Nicole Lamamy et Corinne Chevreton. C'est pas les Césars, Robert, c'est pas le Festival de Cannes, mais une fois tous les 13 ans, j'avais quand même envie de citer leur nom. Merci à vous surtout de nous avoir suivis si fidèlement. Je vous dis à bientôt. Et puis, comme d'habitude, le journal de Claire Chazal dans un instant. Merci à tous. Bonsoir. De l'émotion pour cette dernière Anne Sinclair en juillet 97, mais pas d'amertume. À ce moment-là, vous ne considérez pas que vous vous êtes sacrifiée? Non, je crois que c'était la première fois où la compagne de quelqu'un qui était en vedette politique s'éloignait de la télévision, mais c'était ma décision et elle n'avait pas d'ailleurs toujours été comprise, ni par les responsables de TF1 qui se demandaient pourquoi je faisais ça, ni toujours par mes confrères, et dont certains se sont demandé si je rentrais pas à la cuisine. Or, le vrai sujet de l'effacement, si on peut dire, c'est pas de se mettre en retrait à cause de quelqu'un, c'est souvent le conflit d'intérêts qu'il peut y avoir. Ça peut être l'époux, le frère, le fils, etc. Mais c'est surtout préserver sa liberté. Vous le disiez. C'est votre liberté que vous ne voulez pas sacrifier. Exactement. C'est-à-dire que on m'aurait vu comme la compagne du ministre des Finances. J'aurais pas eu la possibilité de réagir comme je le faisais, de le relancer, l'interviewé en face de moi qui aurait voulu critiquer ou complimenter cette politique. Et je me serais sentie empêchée. Et c'est ça que j'ai voulu éviter. Et puis
vous l'avez dit, pour moi, c'est pas le fin du fin. Oui, c'est ça. Ce qui vous aide, c'est que vous ne vous dites pas c'est affreux, je quitte la lumière, les caméras et le petit écran. Non, j'ai adoré faire cette émission, qui a été une chance formidable que TF1 m'a donnée, parce qu'une émission, c'est quelqu'un qui l'a fait, mais c'est aussi la lumière qu'on met sur vous, la force de l'amplificateur, du micro. Enfin, c'est un ensemble. J'ai adoré ça, mais j'ai adoré parce que j'aimais faire ça. Mais j'ai aimé d'autres choses. J'ai aimé après changer tout à fait de registre. Je suis revenue à la radio, j'ai fait de l'internet, voilà. En résumé, vous montrez chaque dimanche à des millions de Français n'était pas votre raison de vivre. Ah, certainement pas. Non, c'était un plaisir et c'était un job. J'ai fait mon job. Voilà. Merci beaucoup Anne Sinclair de nous avoir accompagnés tout au long de ces 2 émissions exceptionnelles. Merci beaucoup à vous parce que c'est un cadeau que vous m'avez fait. Et pour moi, c'était très réjouissant de revoir tout ça, de voir souvent pour la première fois. Et ça m'a fait très plaisir et de le faire avec vous, Patrick. C'est gentil. Et de reconstituer aussi une équipe ancienne. Voilà. Marie Lavarini, dont on a parlé à plusieurs reprises, n'était pas loin ici. Et en régie, Jérôme Revon, le réalisateur qui vous a accompagné sur les 3 dernières années de 7 sur 7 et qui a bien voulu reformer cette équipe en assurant la réalisation de ce numéro de Rambobina. Voilà, on salue Jérôme en régie. Merci encore Anne Sinclair. Merci à vous, Patrick. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro de Rambobina.